Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours consacré cette semaine à l'Europe centrale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On avait laissé, je vous le rappelle, notre Europe centrale dans une situation bien dramatique lors du cours précédent. On avait vu les années 20, les années 30, on avait vu comment avec la période de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, peu à peu, l'Europe centrale allait être de plus en plus sous pression et sous influence, du régime nazi, de la volonté de Hitler de détruire morceau par morceau les acquis des traités de paix, de ce qu'on appelait l'ordre de Versailles. Et donc, on voit donc ici, avec ce cours, la dernière phase, avant évidemment d'aborder la fois prochaine la nouvelle Europe centrale, celle qui naîtra bien sûr de la fin de la Seconde Guerre mondiale et des différentes capitulations, dont la capitulation allemande bien sûr, et de la division, vous l'avez bien compris, de l'Europe en deux, pour quand même plusieurs décennies. Alors, pour ce cours d'aujourd'hui, donc, toujours pareil, 3 parties. On va évidemment repartir un peu dans un premier temps des origines de tout cela, essayer de s'interroger pourquoi finalement les Occidentaux, essentiellement franco-britanniques, n'ont pas empêché cette progression inexorable de Hitler à partir de 1933, puis les différents coups qu'il va mener jusqu'à l'Anschluss en mars 38 avec l'Autriche. C'est là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Dans un deuxième temps, on verra évidemment la grande affaire qui concerne cette Europe centrale à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui est bien sûr l'année 1938 et la crise qui va être marquée par la crise des Sudètes, c'est-à-dire cette minorité évidemment située en Tchécoslovaquie, minorité allemande, sur laquelle Hitler va s'appuyer pour détruire évidemment l'existence même de la Tchécoslovaquie. On verra comment il va s'y prendre. Une longue crise internationale d'abord, puis une conférence en septembre 38, la conférence de Munich, qui va être un peu, si vous voulez, l'anti-traité de Versailles et la revanche de Hitler sur sa revanche en théorie selon lui de l'Allemagne. Et puis, troisième partie, après Munich, évidemment, on entre dans un mécanisme inexorable qui va nous mener à la Seconde Guerre mondiale. On verra donc tout ce qui se passe dans un chapitre intitulé La marche à la guerre de 1939 à 1940. Alors, quelques orientations bibliographiques comme d'habitude. Je vous ai indiqué toujours l'histoire des relations internationales de Durosel, qui est un must quand même sur cette période. Un ouvrage de Annie Lacroix-Ry sur justement Munich, qui date de 2008, peut-être intéressant à lire. Bien sûr, je ne saurais trop que vous recommander aussi, même s'il n'est pas dans la liste, la biographie que vous devez trouver probablement assez facilement en bibliothèque, peut-être en librairie d'occasion, je ne sais pas si on peut encore le trouver. C'est la biographie d'Édouard Daladier, qui a été rédigée en son temps par professeur Elisabeth Duréo. Donc, Édouard Daladier par Elisabeth Duréo, je vous recommande cet ouvrage sur la période de 1938, justement, puisque Daladier sera le Premier ministre, président du Conseil à cette époque-là, on y reviendra. Eh bien, ça peut être intéressant de le lire. Il s'agit de la version livresque de sa thèse. Voilà. Alors, également 2 cartes que vous verrez. Celle du bas évoque les débuts de la Seconde Guerre mondiale, l'année 39, tout ce qui va s'y produire. Et puis, celle d'en haut, je vous la recommande particulièrement, c'est une carte qui montre bien ce qu'est cette crise des Sudètes, comment cette population des Sudètes se trouve tout autour, en fait, de la partie Bohème-Moravie de la Tchécoslovaquie. Et donc, bien sûr, vous pourrez la regarder, elle est extrêmement pratique pour comprendre cette crise des Sudètes dont on va abondamment parler
dans le cours d'aujourd'hui. Alors, tout de suite, sans attendre évidemment la première partie, bien sûr, sur les nouvelles alliances, nouvelles ambiguïtés. On avait vu à quel point, avec quelle rapidité, Hitler, à partir de 1933, va reconstruire une armée allemande digne de ce nom, va réoccuper, première tentative, la région rhénane, qui avait été démilitarisée avec le traité de paix, ne l'oubliez pas, notamment avec le traité de Versailles. C'était un souhait de Clémenceau de faire une région tampon en Allemagne pour éviter évidemment d'avoir à nouveau affaire à des risques d'agression comme ceux que l'on avait vus évidemment en 1914, c'est-à-dire se prémunir d'un nouveau conflit, et cette région, très rapidement, dès 1935-36, est réoccupée par l'Allemagne. Donc, et c'est une véritable provocation. Et là, il ne se passera rien. Ensuite, il y a toutes les séries d'alliances qu'on a vues que Hitler va passer avec l'Italie, avec le Japon, notamment, qui vont bâtir progressivement la grande alliance des forces de l'Axe, qui sera donc l'alliance ennemie des Alliés pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, on ne va rien faire, donc on va tout ça laisser aller jusqu'à mars 38, où là, vraiment provocation des provocations, Hitler annexe, ni plus ni moins, l'Autriche, chose qui était formellement interdite par le traité de Versailles. Là, il s'agit d'une violation tout à fait suprême des traités de paix, de l'ordre de Versailles lui-même, puisque rappelez-vous, c'était interdit qu'il y ait une Anschluss, c'était écrit noir sur blanc dans le traité de Versailles et dans le traité de Saint-Germain. Et voilà que Hitler envahit sans coup férir l'Autriche en faisant un plébiscite, évidemment pour montrer que les Autrichiens c'est ce qu'ils ont toujours désiré, c'est-à-dire d'être évidemment annexés à l'Allemagne. L'Autriche devient donc un land supplémentaire du sud de l'Allemagne après la Bavière. Et vraiment, alors évidemment, cela satisfait les ambitions de Hitler, dans la mesure où il veut regrouper tous les Allemands ensemble, mais on sait très bien que dans son programme, qu'il a écrit dans Mein Kampf, je vous en avais donné les détails la dernière fois, dans son programme, il y a évidemment l'annexion aussi d'autres territoires à l'Est, au nom du fameux Lebensraum, c'est-à-dire cet espace vital, pour que le peuple allemand puisse s'y développer, etc., le peuple des Ariens, la fameuse race supérieure, évidemment au détriment de la liquidation, la réduction en esclavage des autres peuples, les Slaves notamment, les Latins, les Latins évidemment non ralliés au Reich, genre plutôt les Français, etc., enfin bon voilà, et puis évidemment l'extermination d'un certain nombre de populations, on le sait, population juive, population tsigane, plus toute une catégorie de populations portée au tableau des peuples à exterminer les théories hitlériennes et dans les camps hitlériens qui vont d'ailleurs commencer à exister, ne l'oubliez pas, dès 1933. Alors pourquoi pas de réaction? On a d'abord effectivement les conséquences de la crise de 29 qui effectivement vont paralyser les gouvernements de cette époque-là, davantage concentrés vers des problèmes sociaux, des problèmes internes, et c'est ce qui va concerner principalement la France et la Grande-Bretagne. Je vous rappelle que les États-Unis sont toujours en dehors des processus. Alors dans le cas de la France, par-dessus le marché, en plus des problèmes économiques, il y a une véritable crise politique de la Troisième République qui existe déjà, je vous le rappelle, depuis 1870, qui est un régime parlementaire, donc un régime assez faible sur le plan politique, et ce régime parlementaire est de plus en plus contesté. L'extrême droite qui se développe en France, notamment dans le sillage du fascisme italien, même avant Hitler, la droite, l'extrême droite des ligues, notamment ultranationalistes, va organiser jusqu'à une très grande manifestation le 6 février 1934, très grande manifestation où en gros, aujourd'hui, on verrait ça comme une sorte de révolte populiste, un peu, où les manifestants, demandent à ce que le Parlement soit démissionné, les députés soient tout simplement jetés à la scène, arrêtés, jugés, condamnés. Ils sont tous considérés comme étant des corrompus. Il faut dire qu'il y a de gros problèmes et des scandales de corruption durant cette époque-là, comme la fameuse affaire Stavisky,
Hein. Et je vous renvoie à cela dans vos manuels là, du secondaire. Hein. C'est une histoire de corruption jusqu'au plus haut niveau de l'État. Bref, il y a vraiment une colère populaire très importante. Et ce 6 février 34, elle se concentre d'une telle manière qu'on est à deux doigts quand même de s'emparer du Parlement. C'est-à-dire que les ligues d'extrême droite vont être à deux doigts de faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un coup d'État. Hein. Bon, c'est quand même réprimé, ce 6 février 34, ça fait très très peur, évidemment, à la classe politique, de droite comme de gauche d'ailleurs, de cette époque. Et un certain nombre d'élections vont avoir lieu en France, et on arrive en mai 1936. Hein. Donc vous voyez, toute cette période-là, Hitler, lui, de son côté, commence ses provocations, etc. Et c'est très bien que les pays occidentaux sont dans le marasme. Hein. Et en mai 36, c'est l'arrivée au pouvoir, évidemment, de ce qu'on appelle le Front populaire, avec comme donc, président du Conseil Léon Blum. Hein. Donc avec Léon Blum, donc, et le programme évidemment du Front populaire, qui sont de vastes réformes sociales profondes, comme les congés, évidemment les congés payés par exemple, bien ce gouvernement de Front populaire coïncide tragiquement, si on peut dire, en 1936, hein, avec le début de la guerre civile aussi en Espagne, hein, donc de l'opposition entre le gouvernement de Front populaire qui est installé à Madrid, hein, précisément donc une partie de l'armée qui s'est mutinée autour du général Francisco Franco. Alors évidemment, là aussi, il y aura peu d'investissement de la France pour aider cette république sœur, si on peut dire, hein, Front populaire en France, Front populaire en Espagne, hein, si ce n'est, on le sait, l'envoi des fameuses brigades internationales qui iront combattre auprès des républicains espagnols. Tragédique cette guerre d'Espagne, je ne la développe pas ici, nous sommes dans un cours d'histoire de l'Europe centrale, mais je vous le rappelle qu'entre 36 et 39, au terme victoire évidemment des franquistes, hein, qui sont des fascistes authentiques, hein, qui se saluent le bras levé avec la même idéologie que bien sûr Mussolini, hein, et bien donc jusqu'à un demi-million de morts, hein, 500 000 morts sont les chiffres officiels de cette terrible guerre civile espagnole, qui évidemment ne va rien arranger, vous l'aurez bien compris, dans le contexte européen. Donc en France, on est vraiment aux prises face aux menaces d'Hitler, que pourtant on connaît et que l'on voit, hein, mais je vous l'ai dit l'autre fois, il n'y a plus de point carré aux affaires, et Léon Blum se concentre davantage hein, sur les problèmes sociaux liés à son programme de Front populaire. Donc une situation donc évidemment quelque peu troublée et qui va paralyser évidemment et retarder profondément le réarmement que beaucoup souhaitent, que ce soit à droite comme à gauche d'ailleurs. Il faudra attendre avril 1938 et l'arrivée cette fois-ci d'Édouard Daladier, toujours dans cette majorité du Front populaire. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est une majorité de Front populaire qui sera encore au pouvoir sur le plan parlementaire lors de la débâcle de 1940 en France. Hein. C'est ce gouvernement-là qui va confier totalement désorienté, notamment cette majorité-là, qui confiera les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui ira signer l'armistice avec Hitler quand même. Hein, donc, mais bon, ça, c'est une autre histoire et ce n'est pas le propos maintenant que d'en parler. Avril 38, donc ce sera justement Édouard Daladier, dont je vous parlais tout à l'heure en introduction du cours. Édouard Daladier, donc qui sera donc le président du Conseil à partir d'avril 38 et qui lui, pour le coup, est beaucoup plus dans le réalisme vis-à-vis de la menace de Hitler. Avril 38, c'est le moment, on va le voir tout à l'heure, on va commencer la fameuse affaire crise des Sudètes, où Hitler va sortir, si je puis dire, du dernier périmètre qu'il n'avait pas encore franchi. Hein, avec l'Autriche, on était encore dans le périmètre allemand, on s'est dit il va peut-être s'arrêter là, mais non. Cette fois-ci, avec ce prétexte de cette minorité des Sudètes, hein, je vous rappelle d'en avoir parlé dans le cours sur les minorités, eh bien, bien sûr, il va s'agir, et tout le monde le sait, de détruire hein, la Tchécoslovaquie, qui est une des œuvres majeures, hein, ne l'oubliez pas, des traités de paix du système de Versailles. Hein. Rappelez-vous de la petite entente hein, constituée entre les Alliés,
la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. La Tchécoslovaquie est le pivot central face à l'Est du système de sécurité occidental et surtout français. Donc là vraiment, s'en prendre à la Tchécoslovaquie, là, à partir de 38, les choses commençaient à devenir urgentes, et Daladier va être décidé à réarmer, il va entamer un réarmement français très très important à partir de cette époque-là, mais il va le faire tout seul, parce que du côté de la Grande-Bretagne, autre aspect de cette première partie, eh bien, il ne va pas se passer grand-chose à partir de 1937. Arrive au pouvoir un homme qui est un autre protagoniste, si vous voulez, de la grande cause, de la grande affaire du cours de secours, qui est l'affaire de Munich, vous l'avez compris. Côté français, on vient de le présenter, c'est donc Édouard Daladier. Côté britannique, à partir de mai 1937, donc c'est l'arrivée au pouvoir de Sir Neville Chamberlain. Chamberlain, donc dont les dates sont 1869-1940. Daladier, c'est une génération plus jeune, 1884-1970. Chamberlain, donc, qui est un conservateur, il arrive au pouvoir donc en Grande-Bretagne, et alors lui, même si la Grande-Bretagne aussi affronte, vous imaginez bien, de plein fouet les conséquences de la crise de 29 depuis au moins le début des années 30, eh bien, pour le cas de la Grande-Bretagne, on est dans un souhait d'une politique donc dite d'apaisement. Apaisement face à Hitler. Pourquoi? Eh bien, à cause de ce calcul absolument déplorable que vont faire les Britanniques jusqu'à 1939, quasiment, presque au dernier moment, qui est de se dire que finalement, face à Staline, à l'empire stalinien, dont je vous ai mis une carte, comment dire, pour vous montrer quand même que jusqu'à l'explosion du fascisme et du nazisme, c'était quand même la grande peur qui restait vis-à-vis pour les Occidentaux, que l'extension de la révolution bolchevique, que la menace des Rouges. Et effectivement, l'empire stalinien est bien consolidé, si vous voulez, dans ce début des années 30, et donc pour les Britanniques, l'ennemi, le danger reste Staline. Et donc on se dit, oui, on va soutenir tant qu'on pourra le faire Mussolini, même s'il se rapproche de Hitler, et puis on va soutenir aussi Hitler, on fait l'apaisement, Hitler, comment dire, fait ce qu'il a à faire chez lui, comment dire, l'idée sera que il vaut mieux quand même avoir des régimes autoritaires, les franquistes, les fascistes et les nazis, on sera bien plus fort en Europe face aux velléités belliqueuses staliniennes, et qui existent, c'est vrai. Staline ne se cache pas de vouloir, depuis le début, récupérer des territoires qui avaient été perdus avec le traité de Brest-Litovsk en janvier 1918. Je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire une vingtaine d'années auparavant. Donc, voilà, c'est la politique d'apaisement. Les Britanniques donc ne sont pas du tout pour faire de réarmement, et la France est bien seule, toute seule, sur le continent européen cette fois-ci. La Grande-Bretagne est une île, ne l'oubliez pas. Et donc, face donc à ces menaces, il faudra attendre quand même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 1939. Donc, on a vraiment des alliés qui sont divisés, des alliés qui sont embourbés dans des crises d'abord économiques, sociales et politiques. Il n'y a pas de cohésion, si vous voulez, même si pourtant on a la SDN qui condamne évidemment toutes ces violations des traités de paix. Mais la SDN n'a pas de bras armés, ne l'oubliez pas. La SDN n'a surtout pas de moyens, même pour prendre des sanctions économiques contre ce que fait Hitler ou contre ce qu'a fait Mussolini en Éthiopie, par exemple. Tout ça, ça reste un organisme qui est faible, si vous voulez. Donc, on a un camp occidental qui est paralysé. Alors, de l'autre côté, troisième aspect, toujours de cette première partie, c'est l'Italie. J'en ai déjà parlé, l'Italie. On sait très bien que Mussolini, dès la moitié des années 30, à partir de 36, va se rapprocher considérablement de Hitler. Hitler ne se cache pas de s'être largement inspiré du régime de Mussolini pour construire son propre totalitarisme nazi, donc je vous rappelle la spécificité qui est raciale et exterminatrice des races condamnées
à disparaître par le régime. Hein. C'est la spécificité du nazisme, hein, je vous l'avais déjà précisé, ne pas l'oublier. Et ce sont des totalitarismes, ne l'oubliez pas. Le XXe siècle, c'est le siècle des totalitarismes. Il ne faut pas l'oublier. Communisme, fascisme, nazisme. Ne l'oubliez jamais, c'est toute période confondue de l'histoire, hein, que ça concerne l'Europe centrale ou ailleurs. Hein, c'est vraiment le siècle des totalitarismes. Le XXe siècle, il faut vraiment le retenir, c'est une spécificité. Plus on s'éloigne, alors qu'on est déjà dans les années 20 du XXIe siècle, plus on s'éloigne du XXe, plus cela apparaît de façon très claire. Hein, c'est important de le garder dans un petit coin de vos notes. Donc tout ça ira jusqu'à la création du pacte d'Acier, hein, je vous rappelle, l'Axe, hein, la fameuse force de l'Axe, naissance à l'automne 36, en novembre 36, le pacte anticommunautaire, on en a déjà parlé, donc anticommuniste, entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon, c'est bien le communisme qui est, comment dire, visé par ces États totalitaires, hein, quand même en 36, hein, à l'automne 36, rendez-vous compte, hein, en novembre 36, hein, on avait déjà... on y voyait déjà très clair sur le plan international. Et vous aviez paradoxalement ces dictateurs, Hitler, Mussolini, et plus tard Franco, qui vont vous parler de paix sans arrêt au milieu de défilés militaires. C'est pour vous montrer à quel point, dans la deuxième partie des années 30, on est dans un état, au niveau des Occidentaux, de sidération totale vis-à-vis de ces gens-là, pour, comment dire, essayer, peut-être par peur de voir revenir un conflit majeur, de se dire mais non, ça n'arrivera pas, ça n'est pas possible que ça arrive encore une fois, ça n'est pas possible, on va pas faire la guerre, on va pas se battre, diront les Français, hélas, plus tard, vous le savez bien, on va pas se battre pour les Sudètes, on va pas se battre, enfin pour les Sudètes, disons pour les Tchécoslovaques, on va pas se battre pour Danzig non plus, ben oui, en effet, mais voilà, malheureusement, cette espèce d'apathie, si vous voulez, de paralysie occidentale, va avoir les effets les plus pervers à la fin de cette décennie des années 30. C'est d'ailleurs le but de ce cours que de vous le montrer. Donc pour l'Italie, on ira jusqu'au 22 mai 39, le pacte d'Acier. Là, il s'agit, donc cette fois-ci, vous avez bien compris, d'une alliance carrément à vocation militaire, de mettre en commun les moyens militaires. L'Italie et l'Allemagne vont participer massivement du côté des franquistes pendant la guerre d'Espagne. On sait bien que la guerre d'Espagne, sachez-le, servira de test aux armes qui feront la Seconde Guerre mondiale. Et si côté, comment dire, de la démocratie, on a les brigades internationales pour défendre le régime de Front populaire, le rapport est complètement inégal dans la mesure où l'Italie et l'Allemagne hitlérienne vont mettre tout leur poids militaire, envoyer jusqu'à des brigades, envoyer des avions, envoyer des chars, envoyer contribution militaire massive pour faire pencher la guerre civile espagnole du côté des franquistes, et donc des fascistes autour de Franco. Alors, face à une telle situation, cette situation qui s'embrume et qui devient de plus en plus sombre dans les années 30, qu'est-ce qui se passe en fait, si vous voulez, pour voir un peu l'aspect particulier de la fin de cette première partie. Eh bien, avant d'aborder la crise des Sudètes, qui est évidemment le phare de la séance d'aujourd'hui, eh bien, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que bon, il y a la question du réarmement, mais on le sait, les Occidentaux ne sont pas d'accord. Deuxième point, il y a les conséquences de tout cela sur l'Europe centrale extrêmement fragilisée. Jeune démocratie, je vous le rappelle, on a vu à quel point les régimes fascistes avec une influence très négative sur les Balkans et Hitler pour l'Europe centrale font grand peur aux pays d'Europe centrale et orientale. Déjà, ceux-ci n'étaient pas rassurés, surtout les Baltes et les Polonais, avec comment dire la construction de l'URSS stalinienne menaçante. Voilà que avec Hitler, eh bien, une deuxième menace arrive. Donc ça n'arrange rien, les régimes pro-occidentaux sont des démocraties de plus en plus autoritaires, on l'a vu la dernière fois, ou des dictatures royales, et puis du côté des États successeurs
vaincus, hein. À part l'Autriche qui est avalée dès mars 38, qu'est-ce qui se passe chez les autres, hein? Je pense aux Hongrois ou aux Bulgares, bah, tout simplement que les régimes au pouvoir se rapprochent considérablement de Hitler, et Hitler sait très bien de quoi il parle. Il va promettre évidemment aux Bulgares d'étendre leur territoire et de récupérer la fameuse Macédoine dite bulgare qu'il revendiquait depuis si longtemps. Et quant aux Hongrois, bien sûr, Hitler va promettre au régent Horthy, en échange évidemment de rapprochements diplomatiques de plus en plus importants, va lui promettre bien sûr d'une récupération d'une large partie de la Transylvanie. Ce qui au début des années 40 sera le cas. On l'évoquera quand on évoquera dans le prochain cours, en préambule, l'Europe centrale pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc bien sûr, les alliances se renversent. Nouvelles alliances, nouvelles ambiguïtés, c'est pour ça que ce premier chapitre s'intitule comme ça. Alors que faire donc? Donc le réarmement, on a vu la division, et deuxièmement, notamment la France se dit, ce serait peut-être bien de refaire finalement l'alliance de revers que l'on avait eue du temps de l'entente en 1914. Rappelez-vous, les Franco-Britanniques avaient conclu une entente avec la Russie des Romanov, du tsar Nicolas II, et évidemment afin de prendre à revers, si jamais l'Allemagne devenait trop agressive, bien tout simplement qu'elle serait obligée de se battre sur deux fronts, un front ouest avec les occidentaux comme en 14, et puis un front de l'est avec donc cette fois-ci non plus la Russie tsariste, mais si je puis dire l'ennemi d'hier, enfin croit-on l'ennemi d'hier, c'est-à-dire l'URSS de Staline. Et donc des démarches, des contacts vont être pris dès la deuxième partie des années 30, avec des missions diplomatiques qui sont envoyées à Moscou pour négocier justement un traité d'alliance de revers militaire entre l'URSS et la France et la Grande-Bretagne. Et si jamais il y avait une guerre en 1939 ou 40, eh bien l'URSS attaquerait, n'est-ce pas, les régimes fascistes dont on était persuadé qu'ils étaient antinomiques, évidemment, du communisme soviétique, que ce soit Mussolini, on l'a vu, mais Hitler, qui n'a de cesse que de proclamer sa haine de l'Union soviétique et sa volonté d'exterminer les Slaves de l'Est et de détruire l'URSS, de l'envahir au nom de son fameux Lebensraum. Et oui, mais comme on le verra dans la séance d'aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme ça, et c'est là que c'est quand même absolument consternant, car Staline, dont le régime absolument épouvantable, on aura l'occasion d'y revenir encore davantage, Staline va déclencher pour arriver à constituer sa fameuse URSS totalement à sa botte, affermir son pouvoir différentes purges, des purges évidemment contre les paysans, pour l'industrialisation forcée, ça c'est dans les années 20, différentes purges pour d'autres raisons au sein du parti, afin évidemment de resserrer l'étau de son pouvoir personnel sur la dictature du prolétariat, si je puis dire, et puis voilà que aussi dans les années 30 se déclenchent des purges contre l'armée, et oui, contre l'armée rouge, parce qu'on soupçonne toujours, éternel problème dans les régimes révolutionnaires, que des généraux ambitieux finissent par évidemment faire un coup d'État et prendre le pouvoir. Après tout, n'est-ce pas comme cela que s'est terminée la Révolution française de 1789 Finalement, ça se termine par quoi la Révolution française de 1789 surtout à partir de 92, quand il y a la République et que la tentative de monarchie parlementaire avec Louis XVI se termine, comme vous le savez, sur l'échafaud avec la tête coupée du roi. Ça se termine à la fin du 19e, du XVIIIe siècle et début 19e, par l'arrivée au pouvoir d'un général auréolé de gloire, qui est Bonaparte, qui deviendra un empereur.
Bon, eh bien, dans la révolution bolchevique, Staline craint un peu le même genre de phénomène. Et donc, c'est une purge épouvantable qui est déclenchée contre tous les cadres de l'armée rouge, ce qui fait que l'armée rouge est complètement désorganisée militairement à la fin des années 30, pour former des cadres, des staliniens cette fois-ci, pour évidemment assurer son bon fonctionnement. Donc, Staline, qui est avant tout un pragmatique, ne l'oubliez pas, et non pas un fanatique comme pouvaient l'être les premiers révolutionnaires autour de lui, se dit je n'ai pas une armée capable d'affronter Hitler avec les Franco-Britanniques, donc je ne vais pas pouvoir. Donc m'associer à eux, c'est peut-être une bonne idée, mais pas pour tout de suite. Et donc, va se trouver tout simplement une concordance d'intérêts entre le régime nazi, pourtant ennemi antinomique, vraiment du communisme stalinien, et le régime stalinien. Et ça va être ce qu'on appellera, on le verra tout à l'heure, le pacte germano-soviétique, qui sera signé en août 1939, à la surprise générale, parce que tout simplement Staline voudra renvoyer à l'Ouest les menaces militaires allemandes, et il le fera parce qu'il va organiser un partage territorial, tout simplement, de l'Europe centrale, c'est le cas de le dire, on le verra tout à l'heure, un premier partage territorial avec Hitler, et que tout le monde il va y trouver son compte. Et oui, c'est une histoire absolument incroyable, mais c'est comme ça. Et pourquoi j'en parle maintenant? Parce que Staline, en plus de cela, d'avoir une armée faible, si vous voulez, Staline n'a plus du tout confiance dans les pays occidentaux. Il voit bien qu'il y a une crise majeure chez les Franco-Britanniques, il voit bien que ceux-ci n'ont rien fait pour aller sauver le Front populaire, quand même d'inspiration communiste quand même, en Espagne, et puis il voit bien que les Occidentaux, crise après crise, et même depuis l'affaire éthiopienne, avec Mussolini, ne réagissent pas, ou plus comme ils l'auraient fait dans les années 20, vis-à-vis de ces régimes qui s'installent, Mussolini d'abord, et ensuite Hitler. Donc le manque de confiance ne rassure pas Staline non plus, vis-à-vis de ces puissances occidentales. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Tout le décor, si je puis dire, est donc ainsi prêt pour la deuxième partie, que j'ai intitulée Munich, un tournant. Avec l'année 38, vraiment, Hitler se sent pousser des ailes, il n'y a pas à dire. Mars 38, ce sera l'Anschluss, ratifié par le plébiscite, à grand renfort, évidemment, de propagande qui inonde, évidemment, tout le monde entier, d'ailleurs, parce qu'on est quand même au début des grandes actualités massives dans les cinémas, enfin, etc., avec la visite de Hitler organisé à Vienne en mars 38 pour montrer que c'est le retour de l'enfant du pays. N'oubliez pas que Hitler est né effectivement en Autriche à l'origine, et ensuite il deviendra allemand, que donc ce sont ses origines quelque part, et que il incarne en quelque sorte cette fusion germano-autrichienne, cette fameuse Anschluss, qui était tellement interdite. Et puis voilà que on va regarder de plus en plus au niveau de Hitler et de ses complices, de ses séides, vers donc l'affaire des Sudètes. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire des Sudètes? Alors effectivement, avec le redécoupage des traités de paix, vous vous souvenez, j'en ai parlé dans la séance sur les minorités, la région des Sudètes, cette région des Sudètes, qui est massivement, majoritairement allemande, avec des locuteurs allemands, se trouve incluse, si vous voulez, dans la création de la Tchécoslovaquie. Je vous rappelle que la Tchécoslovaquie est créée par les traités de paix en prenant des morceaux de l'Allemagne, donc évidemment, et des morceaux de l'Empire autrichien. Bon, ça, c'est des empires autrichiens et allemands, c'est très clair. On le voit très bien,
notamment avec les vieilles provinces médiévales de Bohême, c'est-à-dire la région de Prague, et de Moravie au sud, hein, sont détachés des vieux empires pour former la partie Tchéquie, si vous voulez, donc tchéco. Hein. Puis de l'autre côté, on va retirer un morceau à l'Autriche, un autre État successeur vaincu, hein, à la Hongrie, pardon, un autre État successeur vaincu, et c'est le nord de la Hongrie hein, qui va être tout simplement transformé en une Slovaquie. Parce que dans cette région-là, il y avait des nationalités, des minorités slaves, qu'on appelait les Slovaques, et qui effectivement, depuis le Moyen-Âge, si vous voulez, avaient été incluses dans le royaume de Hongrie. Il n'y avait plus d'indépendance. Donc, toujours pareil, le droit des peuples à satisfaire d'eux-mêmes, hein, vous vous souvenez, les 14 points de Wilson, donc on crée une Tchécoslovaquie, hein, qu'on appellera d'abord l'État d'ailleurs des Tchèques et des Slovaques. Hein. C'est la fusion, le mot Tchécoslovaquie, c'est un peu comme pour Yougoslavie, ça viendra un petit peu plus tard. Hein. Alors, cette Tchécoslovaquie donc se retrouve avec une minorité quand même de Sudètes allemands, donc tout à fait importante. Hein, dans les statistiques des années 20, on a sur 14 millions et demi de Tchèques, hein, le Tchécoslovaque si vous voulez, il y a quand même 3 millions 200 000 Sudètes. C'est quand même énorme. Hein. Et cette minorité aimerait bien, on peut le comprendre, à quelques kilomètres près, préférer se retrouver dans le territoire allemand, hein, que en territoire évidemment tchécoslovaque. Hein. Et dès 1933, va se créer, vous avez bien compris pourquoi, parce que dès 1933, un parti de la minorité des Sudètes. Hein, avec un leader, un parti nationaliste évidemment, avec évidemment des défilés, des meetings si vous voulez en uniforme, etc. Enfin c'est le genre de l'époque, hein, malheureusement, avec un dirigeant qui est un pro-nazi évidemment, qui s'appelle Konrad Henlein, hein, H-E-N-L-E-I-N, hein, Konrad Henlein. Et ce parti de la minorité des Sudètes, vous imaginez, dès 1933, hein, est progressivement noyauté et largement financé par le parti nazi au pouvoir dans la Grande Allemagne voisine, hein, dans le Troisième Reich. Et l'idée, bien sûr, vous l'avez bien compris, dès avril 38, je vous avais dit tout à l'heure qu'en avril 38, c'est le moment où Daladier, partisan évidemment d'une solution, énergique hein, contre l'Allemagne, arrive comme président du Conseil. Et en avril 38, c'est le début de la crise des Sudètes. Notez-le, 24 avril 1938, début de la crise. Vous voyez, on est juste après l'annexion de l'Autriche. Hein. Et c'est avril 38, donc, à Karlovy Vary, hein, qui est une ville, vous pouvez le voir sur la carte, qui existe toujours, hein, en Tchécoslovaquie, qui s'appelait avant Carlsbad, hein, évidemment, puisqu'on est en territoire germanophone, se tient le congrès des Sudètes, hein, un congrès plus important que les précédents, puisque dans ce congrès, Konrad Henlein demande la création d'un gouvernement autonome pour les Sudètes en République de Tchécoslovaquie et laisse largement entendre donc à Édouard Beneš, qui est le président donc de la Tchécoslovaquie, qui avait succédé à son fondateur Thomas Masaryk, hein, le fameux fondateur historique de Tchécoslovaquie. C'était son premier ministre était Beneš, et Beneš donc devient naturellement, bien sûr, dans cette jeune république, en plus aux valeurs si humaines, hein, je vous l'ai déjà expliqué, si humaniste, si pro-occidental, devient donc le successeur, hein, et donc premier président de la République de la Tchécoslovaquie. Et Beneš, bien sûr, a en mémoire tous les risques et tous les dangers de la création si fragile de cette petite Tchécoslovaquie. Et Konrad Henlein laisse bien entendre que ces demandes, ça n'est pas du folklore, hein, et qu'il a bien l'intention, si on ne les satisfait pas, d'aller se plaindre à son grand voisin, allié, ami Hitler, évidemment, dans l'Allemagne voisine. Une Allemagne que tout le monde sait de plus en plus belliqueuse. Alors évidemment, ça ne va pas arranger les choses. Car en mai 1938, un mois plus tard, hein, à peu près, ont lieu les élections municipales.
en Tchécoslovaquie, qui est une démocratie à l'occidentale tout à fait normale. Élections municipales qui, vous l'avez bien compris, sont remportées massivement dans les territoires sudètes par les nationalistes pro-nazis des Sudètes. Alors ça inquiète profondément Beneš, qui déclenche la mobilisation partielle de son armée. C'est la peur suscitée, et d'ailleurs suscitée volontairement par Hitler, par Konrad Adenauer. Vous voyez bien qu'il y a là un piège qui va être tendu aux Occidentaux dès le début. C'est cette peur qui va provoquer la panique de Beneš. Peut-être que si Beneš n'avait pas paniqué, ça n'aurait peut-être pas évolué de la même manière. Mais néanmoins, la panique provoquée sur Beneš fait que celui-ci déclenche la mobilisation partielle de son armée. Alors là, immédiatement, on entre dans une crise. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe notamment dans les chancelleries occidentales, comme on dit. Les Tchèques s'apprêtent à faire la guerre suite à une élection municipale perdue, notamment dans la région des Sudètes, s'apprêteraient à faire la guerre contre l'Allemagne hitlérienne surarmée, qu'on sait déjà surarmée, mais qu'est-ce qu'il leur prend? C'est la panique qui gagne les pays occidentaux face à cette mobilisation des Sudètes. Et qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, vous avez bien compris, vous avez vu tout le décor que je vous ai planté dans la première partie, eh bien les Britanniques, et Chamberlain, qui est donc depuis un an à peu près aux affaires, immédiatement lance une intervention diplomatique pour calmer le jeu, et se dire mais vous n'allez quand même pas appeler à l'apaisement, vous n'allez quand même pas faire la guerre, appeler à ce que les diverses parties pro-allemandes et tchèques discutent entre elles, afin d'éviter évidemment une escalade. Car, ne l'oubliez pas, il y a un danger. Et pourquoi y a-t-il un danger de guerre déjà régionale européenne? Parce que la France et la Grande-Bretagne, à Locarno en 1925, avaient signé des traités d'assistance et d'aide mutuelle avec deux pays, rappelez-vous. À l'époque, évidemment, le contexte n'était pas le même. L'Allemagne n'était pas hitlérienne. On était en 1925, tout allait bien. Mais ils avaient signé par sécurité, parce que ces pays-là, évidemment, vivent dans la peur permanente. D'abord la peur de l'Est, et puis maintenant la peur de ces régimes fascistes et nazis. Ils avaient signé des traités d'alliance militaire, je vous le rappelle, avec la Tchécoslovaquie, avec la Pologne. Donc, en effet, si Beneš, panique trop, qu'il y a une guerre qui commence entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie, la France et la Grande-Bretagne vont être obligées de rentrer dedans, à cause de ces traités. Donc, c'est pour ça que Chamberlain tout de suite intervient et temporise, afin d'éviter, évidemment, que l'on en arrive là. Et ce sera toute une mission que va, dès juin 38, mener la Grande-Bretagne pour, évidemment, si vous voulez, désactiver la crise. L'été 38 se passe, et puis voilà que Hitler entre en jeu. Jusqu'à présent, on savait que, évidemment, le régime nazi soutenait profondément les Sudètes, mais la propagande nazie va se mettre en marche à partir de ce moment-là, à l'automne 1938. Septembre 38, on va commencer dans la presse allemande, les dirigeants autour d'Hitler dénoncer de plus en plus que ça se passe très mal décidément dans la région des Sudètes, que c'est une minorité allemande en Tchécoslovaquie qui subissent évidemment des provocations, qui sont mises en danger par les Tchèques, c'est insupportable, etc., etc. On fait monter la pression. Et voilà que le 12 septembre 1938, arrive le congrès du parti nazi à Nuremberg, sud de l'Allemagne, Bavière. Nuremberg, pourquoi? Parce que, tout comme Munich, ce sont les villes historiques, si vous voulez, du mouvement nazi, dès le début des années 20, et donc, dès que Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, les congrès du parti sont organisés à Nuremberg, qui possèdent tout un certain nombre de complexes sportifs, de grands stades, qui permettent donc toute cette propagande que vous avez déjà vue dans tous les documentaires, tous les bouquins sur cette époque-là, toutes les émissions que vous avez pu voir sur cette époque-là, avec la cathédrale de lumière, les retraites au flambeau, les grands discours haineux, etc. L'effet de masse, surtout de masse terrifiante, de foule fanatisée, que l'on peut voir autour de Hitler et qui font vraiment de plus en plus peur. Il y a des défilés militaires, etc., etc., etc.
Et le 12 septembre 38, Hitler fait un grand discours au congrès du parti nazi à Nuremberg, dans lequel, eh bien, il menace d'une façon particulièrement véhémente, la Tchécoslovaquie voisine, que si les provocations continuent contre les Sudètes, eh bien, ce sera la guerre et Hitler enverra son armée pour envahir, ni plus ni moins, la Tchécoslovaquie. Alors là, la tension, et même d'ailleurs, il laisse quelques jours aux Tchécoslovaques à Beneš pour obtempérer et pour accorder cette région autonome à Heinlein et puis, comment dire, en gros, se soumettre. Toujours mobilisation partielle en Tchécoslovaquie. Alors là, la tension va monter d'un cran, car je vous rappelle que la France et la Grande-Bretagne sont encore sur leur ligne d'honorer les fameux accords qu'ils ont conclus avec la Tchécoslovaquie et la Pologne. Et vous pensez bien que dans toute la région, autour, on a les yeux rivés sur cette crise en cours entre l'Allemagne, les Sudètes, tout le monde entier certes, mais plus particulièrement tous les pays d'Europe centrale qui sont tout autour. Et qui, évidemment, ne sont pas bien rassurés, vous l'avez bien compris, entre ceux qui craignent Hitler et ceux qui, évidemment, sont pro-hitlériens, si je puis dire, tout le monde suit ça de très très près à l'époque, même avec les moyens techniques de l'époque. Et le 23 septembre 38, on franchit encore si je puis dire, une étape, puisque le 23 septembre 38, eh bien, la Grande-Bretagne et la France déclenchent déclenchent la mobilisation donc générale, qui est déclenchée. On n'avait pas vu ça depuis 1914, avec les affichettes de mobilisation générale. On rappelle les troupes, on rappelle les réservistes, parce qu'on s'apprête à éventuellement faire la guerre avec l'Allemagne. On déclenche la mobilisation générale. C'est quelque chose de terrible, ça, quand on voit ça, surtout dans des pays de conscription, en tout cas comme la France, où les appelés, etc., tout le monde est appelé sous les drapeaux pour se préparer à faire la guerre. On pense que la guerre va éclater. C'est la ruine, et vous l'avez compris, des tentatives de médiation des Britanniques qui avaient été faites pendant l'été. Chamberlain, effectivement, n'arrivera pas à convaincre ni Hitler ni Daladier. Et la Grande-Bretagne, dont vous avez bien compris, à reculons certes, mais va elle aussi mobiliser et envoyer son décret de mobilisation générale. Voilà où nous en sommes à la fin du mois de septembre de l'année 38. On est au bord du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale aurait très bien pu commencer fin septembre 1938. Ça n'était pas du tout impossible. Mais, et c'est là qu'on voit qu'il s'agissait tout cela en fait d'un énorme bluff mené par Hitler, c'est-à-dire faire monter la tension, pour que les Occidentaux se précipitent vers l'idée d'une conférence internationale pour sauver la paix. Et c'est exactement ce qui va être fait, prétextant finalement qu'on pourrait quand même s'entendre, eh bien Hitler convoque, et c'est là que c'est un aspect humiliant bien sûr, une dernière conférence pour essayer d'éviter un nouveau conflit, en disant oh mon Dieu quelle horreur, on va pas recommencer une guerre comme en 14, etc. Et donc il convoque à Munich, capitale du Parti national-socialiste allemand. Rappelez-vous, le coup d'État raté de 1923, etc. Bon, c'est vraiment le siège même idéologique. Il la convoque pas à Berlin, vous voyez, ni à Nuremberg, non, il la convoque à Munich, cette conférence internationale qui va vouloir être, évidemment, vous l'avez bien compris, l'anti-Versailles, la revanche du traité de Versailles, la revanche du diktat, la revanche du coup de poignard dans le dos mené par les criminels de novembre, etc. Tout ça entre guillemets, bien sûr. Et donc, du 29 au 30 septembre 1938, donc, est convoquée ce qu'on va appeler la fameuse conférence de Munich. Et évidemment, les Franco-Britanniques, Daladier, Chamberlain vont se précipiter vers cette solution. L'idée de guerre est quand même franchement impopulaire. On
dit on va quand même pas aller se battre pour, comment dire, on va pas aller se battre pour les Tchèques, on dira aussi après, hélas, qu'on n'ira pas se battre pour Danzig, hein. Et bien sûr, donc toute idée de paix est bonne à prendre, et donc on va réunir les principaux protagonistes de cette affaire, de cette crise à Munich, pour arriver bien sûr aux fameux accords de Munich. Les accords de Munich de septembre 1938, hein, sachez-le, seront vraiment le pivot, le tournant principal de tout ce que je vous raconte dans ce cours, hein. Il y aura un avant et un après. Alors sont réunis évidemment Hitler, bien sûr Daladier, Chamberlain, bien sûr Beneš, puisque pour la Tchécoslovaquie, Konrad Henlein évidemment, et puis l'Italie, Mussolini, n'oubliez pas que Mussolini, jusque en tout cas le début des années 30 était plutôt choyé, hein, par les pays occidentaux. Vous voyez, lui, un anticommuniste, etc. Bon, après il s'est rapproché d'Hitler, mais il y a quand même ses contacts vis-à-vis des occidentaux. Donc Mussolini apparaît un peu paradoxalement dans cette conférence comme un élément temporisateur, hein, si vous voulez, hein. On met là un peu pour rassurer quelque part les occidentaux. Mais néanmoins, les Occidentaux n'ont pas le choix que de parjurer, si je puis dire, les fameux accords, hein, qu'ils avaient conclus à Locarno avec la Tchécoslovaquie, hein. Et donc, ils vont céder aux exigences de Hitler. Premier point de ces accords de Munich, notez-le. Premier de ces points, c'est que toutes les régions allemandes, donc de la Tchécoslovaquie, sont cédées au Reich. C'est-à-dire que il n'y avait plus de région autonome pour Konrad Henlein, donc on va inclure dans le Troisième Reich toute la région du Sud. Second point de ces accords de Munich, donc le premier, je vous le rappelle, c'est évidemment le fait que les régions des Sudètes sont attribuées au Reich, et donc à 100% au peuple allemand. Le deuxième point, donc, c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement, les Slaves, les Tchèques doivent quitter, hein, leurs biens, et donc c'est la purification ethnique légalisée, si on peut dire. Ça ne date pas, vous voyez donc, d'hier, hein, ce qu'on a pu voir aussi en Tchécoslovaquie, ce qu'on a pu voir aussi en Yougoslavie, je veux dire, etc. Et puis ça va même plus loin, parce que, bien sûr, au-delà, hein, de la question des Sudètes, ce que veut faire Hitler, c'est tout simplement de mettre un terme définitivement au traité de Trianon, au traité de Saint-Germain, à tous ces fameux traités, et à la façon de voir du droit des minorités à l'occidentale. C'est-à-dire que c'est une vision, si vous voulez, inversée exactement des traités de paix, en fait, hein. Donc on va aussi accorder des revendications, par exemple, aux minorités, ce que je vous ai indiqué dans mon cours sur les minorités, il y a les nouvelles minorités, hein. Donc par exemple, aux minorités hongroises. Vous vous souvenez, la Hongrie est considérablement réduite, donc des droits vont leur être accordés, donc on dit attention, notamment quand on pense à la Transylvanie, que faites attention parce que désormais l'Allemagne va soutenir les revendications des minorités hongroises de Transylvanie, par exemple. Rappelez-vous, presque 10 millions de personnes, c'était absolument énorme, hein. Également, et là c'est une très mauvaise nouvelle pour la Tchécoslovaquie, on va aussi accorder des droits aux revendications d'une autre minorité, de ce qu'on considère comme étant une autre minorité, c'est-à-dire les Slovaques. Et oui, les fameux Slovaques qui s'étaient mis dans la Tchécoslovaquie, eh bien, une Slovaquie indépendante va devenir possible. Et effectivement, c'est ce qui va arriver en 1939, hein. On va le voir dans un instant. Alors, bien sûr, tout cela, comment dire, inverse complètement tout le système, vous avez bien vu, de Versailles, et désormais Hitler renverse, en fait, si vous voulez, la logique du redispatchage des territoires à son profit et à un système désormais diplomatique dont il va désormais maîtriser le jeu. C'est donc la fin de l'ordre de Versailles.
hein, c'est ce qui se passe, si vous voulez, avec les accords de Munich. Hein. Les nouvelles minorités donc sont favorisées, minorités hongroises, hein, une autonomie pour la Slovaquie, hein, et désormais Hitler est incontestablement le maître de la diplomatie européenne. C'est une humiliation sans précédent pour les Occidentaux que ces accords de Munich. Alors, on a appelé ça le lâche-soulagement, parce que les populations côté occidental considèrent que la paix est sauvée. Chamberlain va repartir pour Londres, et quand il arrivera à l'aéroport de Croydon, et je vous mettrai la vidéo dans le petit intermède que l'on a l'habitude d'avoir avant la fin de la dernière partie de ce cours, tend un petit papier dans lequel il dit, eh bien j'ai ici signé par le chancelier Hitler le texte des accords de Munich, et ça va nous garantir la paix pour notre temps, c'est-à-dire la paix pour des décennies, le croit-il, quelle illusion évidemment, on a fait simplement reculer pour mieux sauter, car on sait bien que ce principe, hein, ce mode opératoire désormais de soutenir des minorités ou des revendications d'un pays que l'on veut conquérir est devenu une véritable façon de faire par Hitler. Et je vous le mettrai dans les documents hein, que j'envoie à chaque fois avec le cours. Il s'agit tout simplement de noyauter une minorité donc allemande ou un parti pro-allemand, comme dans le cas de l'Autriche par exemple, ou dans tout ce parti pro-minorité des Sudètes dans le cas de la Tchécoslovaquie. Et ensuite, quand celui-ci appelle au secours, eh bien on envoie l'armée et évidemment on avale le pays en question. Dans le cas de l'Autriche, c'est un cas d'école. Ce sera évité grâce aux accords de Munich dans le cadre de la Tchécoslovaquie, mais vous savez très bien que Hitler en profitera pour s'emparer de toute la Tchécoslovaquie ensuite. Donc personne n'est dupe. Et ce sont des modes opératoires, ce que je suis en train de vous dire là, que l'on va retrouver d'une façon considérable, après repris par tout un tas d'autres régimes, et notamment l'URSS qui se privera pas de faire pareil. Notamment, je pense à l'invasion de l'Afghanistan en 1979, eh bien c'est parce que, je fais un petit aparté, mais c'est pour vous montrer que c'est repris dans l'histoire, le gouvernement donc en Afghanistan indépendant, pro-communiste en place à Kaboul, appellera au secours Moscou, et Brejnev, en 79, on verra les armées russes pour envahir l'Afghanistan. Tout ça a été cousu de fil blanc, et on sait ensuite à quel point ce sera un échec, mais ça c'est une autre histoire. Et ce sera revu aussi bien plus tard dans l'histoire. Je vous laisse comment dire, regarder dans les actualités des 20 dernières années en Europe ou ailleurs, de voir à quel point cette technique est utilisée. Alors, Chamberlain, donc ça se passe comme ça, et en France, je l'évoque toujours parce que c'est quand même important de le savoir, même pour la bonne bouche, si on peut dire, quand Daladier, lui, va revenir au Bourget, tout aussi acclamé que Chamberlain, en pensant qu'on a sauvé la paix du monde à Munich, eh bien Daladier, d'un air, en serrant les dents et d'un air triste, dira « Allez, con ». L'anecdote est célèbre, elle est dans tous les bouquins d'histoire. Évidemment, il ne s'agit pas de traiter de cons les pauvres gens là en question, mais plutôt de se dire, ah les malheureux, bah, s'ils savaient, oui, personne ne se faisait d'illusions sur le fait que désormais il allait falloir accélérer le réarmement, parce que la guerre, évidemment, allait finir par arriver, et qu'on se disait bien que le prochain coup qui aurait lieu, mené par Hitler, cette fois-ci on ne pourra pas le laisser faire. Alors les conséquences, évidemment, de ces accords de Munich sont tout à fait catastrophiques. Cette fois-ci, vous avez bien compris que tout ce qui faisait, si vous voulez, encore un peu de légitimité pour les Franco-Britanniques est complètement détruit. Leur système, le système de Versailles, ce système, vous imaginez ce qu'il reste de la petite entente, bah plus rien, ou presque, hein, ce système, comment dire, basé sur le maintien donc de jeunes régimes démocratiques fragiles, hein, eh bien, cette fois-ci, il n'y a plus personne pour le maintenir, hein, les accords de Munich le montrent, hein.
Et en effet, le processus désormais est bien enclenché et Hitler a les mains libres. En Europe, c'est totalement ce qui ressort, si vous voulez, des conséquences catastrophiques. Et puis l'ultime conséquence catastrophique de tout ça, à la fin de l'année 38, Staline n'a plus aucune illusion. Mais alors ne se fait plus aucune illusion sur les Occidentaux, et il va activer, vite fait d'ailleurs, parce que la menace de guerre est de plus en plus forte, il va activer désormais de façon très forte les projets du futur pacte germano-soviétique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez à quel point en l'espace de quelques années, si on parle de 36 par exemple, ou 35, pour vraiment parler d'un début de la montée des périls, vous voyez à quel point tout un tas d'erreurs politique, d'incapacité de réaction pour tout un tas de raisons. Tout cela fait, si vous voulez, qu'on entre dans une logique implacable parce que, de l'autre côté, eh bien, des forces particulièrement malveillantes et hostiles entre Hitler et Mussolini sont mises à l'œuvre pour exploiter toutes ces faiblesses et abattre l'ordre de Versailles pour passer à autre chose. Et autre chose, c'est quoi? C'est le programme de Hitler, un programme de guerre, ce programme complètement fou, destructeur, mais qui, fanatisme oblige, va être suivi non seulement par une très large partie du peuple allemand, mais aussi par beaucoup d'autres peuples qui vont être entraînés dans ce tourbillon. Et c'est ce qui va nous mener à ce qu'on va appeler la marche à la guerre. Je vous propose donc, après une courte pause, de voir ce dernier chapitre du cours d'aujourd'hui, la marche donc à la guerre, 1939-1940. À tout de suite. I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Troisième et dernière partie, donc la marche à la guerre, 1939-1940. Après les accords de Munich, si on peut dire, rien ne va plus. Rien ne va plus puisque la fin de l'année 38 est vraiment très sombre. Donc ces régions donc sud-est sont récupérées effectivement par le Reich au terme des accords. La France intensifie de plus en plus son réarmement et il va falloir attendre encore le début de l'année 1939 pour que la Grande-Bretagne et Chamberlain lui-même comprennent que les accords de Munich ont été un marché de dupes et que, en effet, eh bien, on ne peut décidément pas faire confiance à Hitler et que la Grande-Bretagne aussi va devoir se préparer à la guerre et donc au réarmement qu'elle entame. Vraiment, vous imaginez, quelques mois seulement avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, il était vraiment décidément bien tard. La suite des événements, si je puis dire, est terriblement logique.
les Slovaques, à qui d'ailleurs on a donc désormais confié le pouvoir, eh bien, enfin, un rôle d'indépendance, hein, eh bien, vont s'en servir. Et le 14 mars 1939, donc, c'est la proclamation de l'indépendance de la Slovaquie. La Tchécoslovaquie donc cesse d'exister. Beneš va démissionner. Comme vous le savez, il va animer ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, un gouvernement en exil depuis Londres, hein, Beneš. Il reviendra après 45, mais pour assister de façon tragique à la mise sous la coupe stalinienne soviétique de son pays, en tout cas dans entre 47-48, hein, si vous voulez. Donc triste fin pour Beneš. 14 mars 1939, donc il démissionne. Il est remplacé par ce personnage qui sont un collaborateur des nazis qui s'appelle H.A. H-A-C-H-A. Et côté slovaque, donc, c'est l'indépendance, 14 mars 39, et l'arrivée au pouvoir d'un ecclésiastique, je rappelle que les Slovaques sont majoritairement catholiques, qui s'appelle Monseigneur Tiso, T-I-S-O, et qui va installer, tout simplement, un régime d'inspiration clérico-fasciste. On l'appellera comme ça, parce que c'est un régime d'inspiration fasciste que cette Slovaquie indépendante, et donc qui va signer très rapidement, dès le 23 mars 39, un accord de coopération avec Hitler. Donc la petite Slovaquie qui devient indépendante devient un satellite du Troisième Reich, et de fait, bien sûr, la Tchécoslovaquie cesse d'exister. Une partie de cette Slovaquie, d'ailleurs, évidemment, devra rétrocéder une partie de ses territoires à la Hongrie voisine, tout comme la Hongrie aussi, on lui a promis, rappelez-vous, va récupérer une partie de la Transylvanie. Le lendemain, le 15 mars 1939, eh bien, Hitler, si je puis dire, en accord avec le nouveau président H.A., eh bien, envoie ses troupes occuper l'intégralité de ce qui reste, c'est-à-dire le territoire de la Bohême-Moravie, qui le 15 mars 1939, donc, n'est plus un État, mais est un protectorat, c'est-à-dire géré directement dans un premier temps par l'administration militaire typique traditionnelle allemande, la Wehrmacht, hein. Ce sera Constantin von Neurath qui en sera le premier Reich protecteur, et ensuite un tour de vis terrible sera mis sur la Bohême-Moravie avec une gestion par les SS, à commencer par le SS Reinhard Heydrich, qui est le troisième personnage de l'ordre des SS après Himmler et d'autres, et qui, mettra cette Bohême-Moravie totalement en coupe réglée. Donc on reprend les vieilles structures médiévales, donc de la Bohême et de la Moravie, c'est-à-dire en gros Prague et Brno au sud, donc qui deviennent placés sous mandat de Reich protecteur, donc protectorat de Bohême-Moravie. Il n'y a plus de Tchécoslovaquie, donc en mars 39, c'est terminé, elle cesse complètement d'exister devant les Occidentaux qui, pour ceux qui y croyaient encore, ont bien compris qu'ils se sont fait avoir à Munich. Les Britanniques, effectivement, dès février 39 et de façon solennelle en avril 39, vont proclamer qu'ils se réarment, qu'ils bien sûr ils ne laisseront pas, tout comme la France l'affirmera aussi, Hitler faire un coup supplémentaire. Arrive très très vite, dès mars 1939, vous l'avez bien compris, eh bien la dernière crise de cette série de marche à la guerre, qui va commencer le 21 mars 1939, il s'agit de la crise polonaise. Hein. Cette fois-ci, c'est le même mode opératoire qui recommence. Alors là, je vous renvoie à une des cartes que je vous avais distribuées avec le cours sur les minorités, qui est la carte du corridor de Danzig. Vous voyez bien que quand on a redécoupé les territoires en 1919-1920, eh bien on a voulu donner un accès à la mer pour la nouvelle Pologne que l'on avait recréée, Pologne qui n'existait plus depuis un siècle, hein, je vous le rappelle. Et donc, afin
de permettre à la Pologne d'avoir un port important, un grand port industriel, eh bien on va lui attribuer un port qui appartenait avant à une région de la Prusse orientale allemande, hein, et qui s'appelait le port de Danzig, en allemand, qui deviendra en polonais Gdansk. Alors Gdansk, on connaît ce nom parce que c'est de là qu'est partie la grande révolution démocratique polonaise autour de Lech Walesa dans les années 80, puis à la fin des années 80 aussi, en 89. Et c'est un très grand port industriel extrêmement important. C'est une ville qui est sous administration de la SDN, qui est considérée comme une ville libre, puisque non totalement intégrée dans la Pologne, mais qui permet effectivement à la Pologne d'avoir un débouché sur la mer. Dans cette Pologne-là, ce qui n'est pas le cas des frontières actuelles de la Pologne, où il y a une côte sur la mer Baltique importante. Mais ce fameux corridor, et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, il divise l'Allemagne, effectivement, puisque la région de Prusse orientale, elle existe toujours. Il y a un morceau de la Prusse orientale qu'on va trouver vers l'ouest, qui reste évidemment intrinsèquement dans le territoire du Reich, et puis il y a un petit îlot qui est coupé, coupé par ce corridor de Danzig, qui se trouve à l'est, hein, qui est une autre région de la Prusse orientale. Et bien sûr, vous imaginez bien qu'à Danzig, il y a une minorité allemande importante, et c'est reparti pour un tour. Il y a bien sûr un soutien au travers d'un parti protecteur de cette minorité allemande de Danzig, qui va être noyauté par le parti nazi, et c'est reparti avec des discours toujours les mêmes, comme quoi cette minorité allemande est agressée, est violentée, etc., que c'est intolérable ce comportement de la Pologne. Alors la Pologne, qui est toujours sous administration, je vous le rappelle, d'un gouvernement autoritaire militaire, hein, il y avait le maréchal Piłsudski jusque dans le milieu des années 30, et puis ensuite c'est un autre général qui est au pouvoir en Pologne, hein, une sorte de démocratie autoritaire, si vous voulez, hein, qui est le général Beck. Et ce général Beck a bien l'intention de résister à Hitler, de ne pas se laisser faire. Hein. La Pologne est un pays important, elle se s'est soutenue, même s'il y a eu la trahison, si je puis dire, des pauvres Tchécoslovaques abandonnés par les Occidentaux. Il sait que il y a en effet quand même cet accord bilatéral signé à Locarno avec d'assistance à la Pologne, et il a bien l'intention de se le rappeler aux Occidentaux. Donc c'est la résistance. Le général Beck, évidemment, refuse bien sûr les revendications de cette minorité allemande de Danzig, de restituer la ville au Reich, etc. Et donc c'est évidemment une montée, une fois de plus, de la tension internationale, hein, pendant tout l'été 1939, sachez-le, hein, montée de la tension internationale autour de la ville de Danzig, du gouvernement polonais qui se cabre, et de la position des Occidentaux franco-britanniques qui va être de dire cette fois-ci nous ne vous laisserons pas faire. Hein. Si jamais vous vous en prenez à la Pologne, eh bien nous en aurons, nous franco-britanniques, notre alliance militaire signée à Locarno, et ce sera la guerre. Hein, voilà. Alors, il y aura des tentatives, des médiations, notamment menées par un Suédois qui s'appellera Birger Dahlerus au mois d'août 39, qui va tenter, si vous voulez, de rapprocher les points de vue. Ça aurait abouti à quoi, si ce n'est à une nouvelle humiliation à la munichoise, et cette fois-ci je crois que plus personne ne pouvait se l'accorder, d'autant plus que eh bien, arrive, si vous voulez, en plein milieu de ce mois d'août 1939, où vraiment tout le monde se prépare à la guerre. Cette fois-ci, les troupes sont rappelées de part et d'autre, hein, bien sûr, vous imaginez. Et le 23 août 39, c'est le glas définitif de tous les derniers espoirs, parce qu'à quelques jours du déclenchement de la guerre, eh bien, on annonce à Moscou la signature, et à Berlin, du fameux pacte germano-soviétique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un pacte qui à l'origine devait durer 10 ans, donc nous amener jusqu'en 49, hein, vous imaginez. Enfin, et que Staline, donc effectivement, a conclu dans l'urgence à cause de la désorganisation de l'armée rouge, mais bien plus de façon encore bien plus pragmatique, pour d'une part renvoyer à l'ouest l'orage des conquêtes, et puis surtout
surtout par pragmatisme et par calcul, en fait, pour récupérer les territoires considérés comme perdus suite à la paix de Brest-Litovsk en janvier 1918. Staline a de la suite dans les idées, si je puis dire, il a l'esprit d'escalier, et donc c'est d'abord ça, consolider son empire qu'il souhaite faire. Et ça, c'est le protocole secret du pacte germano-soviétique qu'on découvrira peu de temps après, qui donc confie à Staline du nord au sud 2 États baltes, l'Estonie et la Lettonie. Il y aura aussi la Moldavie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui sont en fait 2 États baltes, Estonie, Lettonie, qui seront confiés livré, si je puis dire, à Staline. Et puis, il s'emparera aussi du 3e, qui est la Lituanie. Faut le noter. Donc, en gros, retenez ça, les 3 États baltes sont livrés à l'Union soviétique. Ils réintègrent donc l'empire, avant l'empire russe et maintenant l'empire soviétique. Leur aventure démocratique aura duré 20 ans à ces pauvres États baltes. Ils ne redeviendront indépendants, les Baltes, je vous le rappelle, qu'en 1990. Rendez-vous compte. Effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, Staline gardera les acquis qu'il avait eus du pacte germano-soviétique. Ça ne me gêne pas. Ça vous donne quand même une idée sur la nature de ce régime stalinien qui est vraiment tout à fait, évidemment, répréhensible et détestable. Également, annexion de la Finlande. La Finlande, vous me direz, oui, cet État nordique qui sera annexé un temps par les soviétiques, mais finalement sous couvert de neutralité, qui restera en fait en dehors du jeu et indépendant. Et bien sûr, en descendant sur la carte, c'est la récupération de la moitié de la Pologne, qui sera évidemment intégrée dans l'Union soviétique, en termes de ce pacte germano-soviétique, et puis, un peu plus au sud, un morceau de la Roumanie qui faisait partie pourtant de cet État, né dans sa grande version né en 1920, mais qui faisait aussi partie des fameuses principautés roumaines quand la Roumanie était renaquis de ses cendres, si vous voulez, suite au recul de l'Empire ottoman au XIXe siècle, qui est la Bessarabie qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Moldavie. Staline va transformer cette Bessarabie récupérée, avec le pacte germano-soviétique, en une Bessarabie dans laquelle il intégrera un territoire autonome slave russe, afin de mieux contrôler, évidemment, ce pays peuplé majoritairement de Roumains. Ce qui cause encore des problèmes aujourd'hui. La Russie, en 1939, en 1945, on va oublier de restituer la Moldavie à la Roumanie, même si ça restait dans le camp socialiste, puisque la Roumanie, comme vous le savez, de George Day, en 1947-48, sera un État communiste bien dans la ligne, mais non, les soviétiques garderont la Moldavie comme une république socialiste soviétique. C'est ce que je suis en train de vous raconter là, et ce dont je redévelopperai plus tard, bien sûr, quelques éléments qui permettent de comprendre là les problèmes contemporains de ces régions à l'heure actuelle, et qui vous permet aussi de comprendre pourquoi les États baltes, par exemple, à l'heure actuelle, qui sont nouveau indépendants, la Pologne actuelle, sont si crispés quand ils voient que, par exemple, un président des États-Unis comme Trump, qui n'est plus au pouvoir actuellement, aurait souhaité dégarnir de l'Europe une partie des troupes américaines de l'OTAN. Non, c'est d'abord la grande psychose de ces États-là, l'idée d'être maintenus libres et surtout protégés face à leurs voisins de l'Est, qu'ils soient un empire tsariste, qu'ils soient l'URSS de Staline, ou qu'ils soient à l'heure actuelle la Russie de Poutine. Il y a effectivement de quoi être relativement perturbé. Donc, signature de ce pacte germano-soviétique le 23 août 1939. C'en est fini des derniers espoirs des Occidentaux qui, cette fois-ci, comprennent qu'ils vont être livrés, et la France d'abord, elle, toute seule, face à Hitler. Parce que, qu'est-ce se passe-t-il? Début septembre
1939, eh bien Hitler continue d'exécuter son projet, qui est d'utiliser le prétexte de la crise de Danzig, du corridor de Danzig, pour agresser et éliminer la Pologne. Et c'est ce qu'il fait. Le cercle se referme. Une fausse provocation est organisée à la frontière polonaise entre de faux douaniers polonais et des soldats allemands pour faire croire à une tentative d'agression de la Pologne de l'Allemagne. C'est la déclaration de guerre et l'emploi de la nouvelle technique de guerre allemande qui a tant pendant tant d'années peaufiné et qu'on a laissé faire ce qu'on va appeler la Blitzkrieg, le Blitz. Et sans coup férir, on sait bien qu'avec la rapidité de cette blitzkrieg, de cette guerre éclair, que franco-britanniques n'ont même pas le temps d'envoyer une escadre de bateaux, par exemple, pour aller secourir la Pologne. Non, ils vont se préparer eux-mêmes à subir le choc, parce que dès début septembre 39, eh bien, la France et la Grande-Bretagne honorent leur leur accord avec les Polonais, déclarent la guerre à l'Allemagne nazie pour, bien sûr, voler au secours de la Pologne et honorer le traité d'assistance militaire signé à Locarno en 1925. C'est tout. Et cette Blitzkrieg, la Pologne va la subir d'une façon absolument terrible. On donne entre 25 et 35 jours de campagne, enfin en gros un peu plus d'un mois, en à peine un mois. Toute la Pologne va être conquise par l'Allemagne nazie du 1er septembre au 6 octobre 39. C'est phénoménal, on n'a jamais vu ça. 66 000 morts du côté polonais, ce qui montre l'aspect très meurtrier de cette Blitzkrieg. Et la Blitzkrieg, telle qu'on va la connaître, et que cette technique de guerre allemande va être utilisée dans tous les conflits, ou presque, de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale commence en septembre 39. Eh bien, c'est quoi cette Blitzkrieg? C'est d'abord du bombardement aérien massif, à l'aide des Stuka notamment, qui sont des bombardiers terribles avec des sirènes, qui donc tuent à la fois militaires et civils. On ne fait plus aucun détail dans ce genre de guerre. Ensuite, vous avez l'envoi des chars, évidemment, qui nettoient tout ce qui reste, si je puis dire. Derrière, vous avez l'infanterie, donc les soldats à pied, etc., qui donc évidemment vont investir et s'emparer des territoires conquis. Et enfin, dernière phase de la Blitzkrieg, vous avez les organismes exterminateurs allemands, de la Gestapo, de la police politique, évidemment des SS, qui sont là, des sondeurs commandos notamment aussi, qui sont là pour exterminer les populations qui doivent être exterminées au terme de la politique hitlérienne. Donc exécution des juifs, bien sûr, exécution des tziganes, arrestation des leaders syndicaux, arrestation des démocrates, évidemment tout ça est passé au peigne fin par ce dispositif de Blitzkrieg absolument terrible. Et donc c'est ainsi que la Pologne, en un mois à peine, va au tapis, et la guerre, la Deuxième Guerre mondiale vient de commencer. Suite à cela, ce sera la campagne de France. C'est la bataille de France qui va mener évidemment au fameux, comme vous le savez, aux fameuses demandes d'armistice. Fameuse campagne qui va durer du 10 mai au 25 juin 1940, un peu plus d'un mois, là aussi, un mois et demi, 60 000 morts côté français, et là aussi c'est la Blitzkrieg qui est employée avec peut-être un petit peu moins de sévérité pour la Pologne, car les instructions, et c'est une anecdote absolument sinistre de cette guerre, ont toujours été d'être, un peu moins exterminateur vis-à-vis à l'Ouest, même si évidemment les déportations ensuite suivront dans le cadre de la politique de collaboration, mais d'être sans pitié à l'Est, puisque dans le système nazi, si vous voulez, les Slaves,
sont considérés comme vraiment pire encore que des esclaves, quoi. On ne les extermine pas parce qu'on veut les réduire en esclavage, mais toutes les autres populations, juifs, tziganes, tout le Yiddishland, vous imaginez, à partir de juin 41, quand il y aura l'invasion du RSS, tout ça, bien sûr, va être épouvantablement massacré et exterminé dans le système. Voilà comment se termine cette histoire de l'Europe centrale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Juste en conclusion, on reviendra dessus quand on parlera de la nouvelle Europe centrale, évidemment la prochaine fois. Sachez que notre Europe centrale, pendant la Seconde Guerre mondiale, va subir de façon passive donc tout le conflit, bien sûr. Il y aura les États qui vont être alliés du Reich, qui seront donc, on l'a bien compris, la Slovaquie, la Hongrie, bien sûr, la Roumanie, qui aura un régime royal pro-nazi avec un mouvement donc dirigé par Antonescu de casque d'acier, de garde d'acier, qui sera comment dire, inféodé bien sûr au fascisme et au nazisme. On ajoutera ça à la Croatie avec un régime épouvantablement inféodé à Hitler, donc ce que l'on appellera les Oustachis, commandés par Ante Pavelić, un épouvantable régime avec des camps de concentration qui se livreront à des crimes contre l'humanité en Croatie de façon épouvantable. Ils s'opposeront en cela de l'autre côté donc aux Tchétniks. Les Tchétniks sont les rouges, en fait soutenus par le futur maréchal Tito, qui vont se libérer eux-mêmes dans le cadre de la Yougoslavie, je vous indique. Et puis la Bulgarie aussi, avec un régime qui basculera du côté de Hitler, on le sait très bien pourquoi. Sachez que dans les cas de la Roumanie et de la Bulgarie, en 1945, les deux régimes pro-hitlériens changeront de camp brutalement pour s'aligner sur, si je puis dire, des nouveaux leaders qui viendront dans les bagages de l'armée rouge. Mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera. Donc voilà pour la partie alliée de Hitler. Je parle même pas de la Pologne ou des États baltes puisqu'ils sont envahis, la Moldavie non plus. Et puis il y a les États dominés. Donc ces États dominés, ça va être la Yougoslavie, je viens de le dire, avec notamment la partie non croate. Tous les autres États sont sous le joug, donc les Serbes, etc., les Monténégrins et autres. Et puis donc dans les parties dominées, on a évidemment la Pologne. La Pologne dont la partie conquise en 1939 sera sous administration nazie, sera rattachée même, ce sera un gouvernement général qui sera installé, il n'y aura plus d'existence de Pologne, et puis toute la Pologne entière, évidemment à partir de 1941, quand Hitler déclenchera la guerre contre l'URSS et rompra le pacte germano-soviétique, bien entendu. Et puis la Bohème-Moravie, qui est donc un protectorat du Troisième Reich, de plus en plus d'ailleurs martyrisé par les SS au fur et à mesure que la guerre avancera. Voilà le bilan de ce cours. Les années 30, vous voyez, se terminent vraiment très mal. Et comme j'ai coutume de le dire dans ce cours, les ténèbres s'abattent définitivement sur l'Europe centrale. Et je dis définitivement parce que ça ne va pas durer que pour la Seconde Guerre mondiale, malheureusement. Car après, vous le savez bien, l'Europe centrale va passer sous domination de l'empire stalinien avec des régimes du bloc de l'Est, tous inféodés à Staline. Il faudra attendre la déstalinisation, c'est-à-dire l'année 56 et pas avant, la mort de Staline en 53, la déstalinisation en 56 pour que des premiers vents de liberté seulement réapparaissent, et ça sera pas pour tout de suite car il faudra de toute façon attendre le tout début des années 90, 89, 90 pour que cette Europe centrale renaisse et recoute à nouveau la saveur de la liberté qu'elle avait goûtée dans les années 20. C'est ce qui fait que vous voyez que globalement on est de plein pied dans l'histoire de ce cours-là, dans l'histoire et l'histoire du temps présent.
Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Vous pouvez, comme vous le savez, alors liker avec un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à la prochaine fois autour de ce qui sera le 6e cours, donc consacré à une nouvelle Europe centrale. On fera un petit topo, bien sûr, sur la Seconde Guerre mondiale, afin de relier cette nouvelle Europe centrale qui va naître, comme vous le savez, des deux principales grandes conférences internationales qui vont se tenir après 45, enfin après la victoire de 45, sur une conférence de Yalta, en février 45, pendant la guerre elle-même, et puis un peu plus tard, juste après la victoire, la conférence de Potsdam. Tout cela, nous le verrons la prochaine fois. Je vous remercie, portez-vous bien d'ici là, et à bientôt.